En 2025, Gérard Wertheimer est l'un des hommes les plus riches de la planète. Première fortune suisse basée à Genève. Sa fortune est estimée entre 33 et 34 milliards de francs suisses. Pourtant, il n'accorde pas d'interview, n'apparaît jamais en public et ne dirige pas depuis une tour de verre. Cette histoire est celle d'un empire bâti dans l'ombre. L'histoire commence bien avant Gérard Wertheimer. Dans les années 1920, son grand-père, Pierre Wertheimer, est un industriel visionnaire. Il finance, structure et internationalise la maison Chanel, alors dirigée par Gabrielle Coco Chanel. En 1921, Chanel numéro 5 est lancé. Pierre Wertheimer comprend immédiatement que le parfum, et non la couture, sera le moteur économique du futur. Il obtient la majorité de la société des parfums Chanel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la famille Wertheimer fuit la France. Coco Chanel tente de récupérer le contrôle de l'entreprise. Elle échoue. À la Libération, les Wertheimer reprennent intégralement les rênes de Chanel. Gérard Wertheimer naît en 1951. Il grandit loin des projecteurs, formé à la discrétion et à la rigueur. Chez les Wertheimer, on n'hérite pas seulement d'une fortune. On hérite d'une méthode. À la mort de son père Jacques Wertheimer, Gérard et son frère Alain prennent le contrôle de Chanel. Pas d'introduction en bourse. Pas de dilution du capital. Le contrôle reste total. Sous la direction des frères Wertheimer, Chanel devient une machine industrielle du luxe. Marges élevées, production maîtrisée, image strictement contrôlée. Le recrutement de Karl Lagerfeld en 1983 est un tournant. Liberté créative totale, mais sous contrôle capitalistique absolu. En 2024, Chanel génère plus de 19 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Les Wertheimer restent invisibles, mais leur fortune grimpe. Gérard Wertheimer n'est pas une star du capitalisme. Il en est l'un des ingénieurs les plus efficaces. Dans l'acte suivant, nous verrons comment Chanel est devenu l'un des actifs privés les plus rentables du monde. Dans un secteur dominé par des groupes cotés en bourse, Chanel fait figure d'exception. La maison n'appartient ni à LVMH, ni à Kering, ni à Richemont. Elle est 100% privée, contrôlée par deux frères, Gérard et Alain Wertheimer. Cette singularité va devenir l'un de ses plus grands avantages stratégiques. Depuis les années 1980, les analystes financiers spéculent sur une éventuelle introduction en bourse de Chanel. Elle n'aura jamais lieu. Pour les Wertheimer, la bourse impose une chose inacceptable, la transparence et la pression du court terme. Sans actionnaire externe, Chanel peut investir sans contrainte de rentabilité immédiate. Pas d'obligation de dividendes, pas de guidance trimestrielle. Résultat, une stratégie fondée sur le temps long, exactement à l'opposé du capitalisme financier classique. Chez Chanel, rien n'est laissé au hasard. La distribution est ultra sélective. Les volumes sont volontairement limités. La rareté est organisée, planifiée, assumée. Contrairement aux idées reçues, le luxe n'est pas seulement une affaire d'image. C'est avant tout une affaire de marge. Sur les parfums, la maroquinerie et les accessoires, Chanel affiche des marges parmi les plus élevées du secteur. Fidèle à l'intuition de Pierre Wertheimer, les parfums restent le pilier économique du groupe. Chanel numéro 5, lancé en 1921, est encore aujourd'hui l'un des parfums les plus vendus au monde. Un produit intemporel, à rotation permanente et à coût maîtrisé. Karl Lagerfeld bénéficie d'une liberté artistique totale, mais jamais d'un pouvoir capitalistique. Les Wertheimer instaurent une séparation stricte, la création d'un côté, la propriété et la stratégie de l'autre. Chanel ne cherche pas à être partout. Le groupe ouvre peu de boutiques, mais les contrôle toutes. Cette croissance lente mais constante permet d'éviter la dilution de l'image et des marges. Pendant des décennies, Chanel ne publie aucun chiffre. Ce n'est qu'en 2018 que le groupe révèle pour la première fois ses résultats. Le choc est immédiat. Des milliards de chiffres d'affaires, une rentabilité exceptionnelle. À mesure que les chiffres apparaissent, la fortune des Wertheimer devient mesurable. Forbes et Bloomberg estiment alors celle de Gérard Wertheimer entre 33 et 34 milliards de francs suisses. Sans vente, sans introduction en bourse, uniquement par la détention d'un actif exceptionnel. Chanel génère moins de chiffre d'affaires que certains géants cotés. Mais sa rentabilité, sa stabilité et son absence de dette en font un actif d'une valeur stratégique hors norme. Un trésor privé, invisible, mais colossal.
Gérard Wertheimer ne dirige pas par la parole. Il dirige par la structure. Son pouvoir ne repose pas sur la communication, mais sur la détention totale du capital et une discipline de fer. Mais cette discrétion extrême soulève aussi des questions. Qui contrôle réellement Chanel? Quel est le rôle exact de Gérard Wertheimer aujourd'hui? Et surtout, que deviendra cet empire lorsqu'il faudra penser à l'après? À ce stade de l'histoire, une évidence s'impose. Gérard Wertheimer détient l'un des actifs privés les plus puissants du monde, sans jamais apparaître. Pas de conférences, pas de tribunes, pas de réseaux sociaux. Un pouvoir économique total, exercé dans l'ombre. Cette discrétion n'est pas un choix marketing, elle est un héritage familial. Chez les Wertheimer, la richesse n'est pas destinée à être exhibée, mais protégée. Une philosophie radicalement opposée à celle de nombreux milliardaires contemporains. Officiellement, Chanel possède une structure de gouvernance classique. Conseil d'administration, direction exécutive. Mais dans les faits, le contrôle ultime appartient aux frères Wertheimer. Un modèle de capitalisme familial fermé, devenu extrêmement rare à ce niveau. Contrairement à d'autres maisons de luxe, Chanel ne met jamais en avant ses propriétaires. La marque ne repose ni sur un PDG star, ni sur un actionnaire iconique. La maison est la seule vedette. Un choix stratégique qui protège l'actif de toute dépendance individuelle. Contrairement à de nombreux milliardaires, Gérard Wertheimer ne multiplie pas les investissements médiatiques. Pas de fonds spéculatifs publics, pas de méga-projets technologiques. Sa fortune reste concentrée autour de Chanel et d'actifs complémentaires soigneusement sélectionnés. L'un des rares domaines où Gérard Wertheimer apparaît est celui des courses hippiques. Propriétaire de haras prestigieux, il y applique la même logique. Discrétion, excellence, patience. Là encore, pas de communication excessive. Plusieurs groupes ont tenté, au fil des décennies, d'approcher les Wertheimer. Les montants évoqués se chiffrent en dizaines de milliards. Toutes les offres ont été refusées. Pour une raison simple. Chanel n'est pas un actif à monétiser. C'est un patrimoine à transmettre. Une question demeure pourtant centrale. Que se passera-t-il après Gérard Wertheimer? Car dans les empires familiaux, la transmission est souvent le moment le plus fragile. Sur la succession, le silence est total. Aucun héritier médiatisé, aucune déclaration publique. Un choix cohérent avec une culture de la confidentialité absolue. Cette opacité est aussi une faiblesse potentielle. Manque de transparence. Dépendance à une structure familiale fermée. Autant de points régulièrement soulevés par les analystes. Malgré ces risques, le modèle Wertheimer intrigue. Dans un monde obsédé par la visibilité, il démontre qu'un pouvoir économique peut rester silencieux et pourtant extraordinairement efficace. Chanel incarne un contre-modèle. Pas de croissance frénétique, pas de financiarisation excessive, mais une maîtrise du temps, de la rareté et du capital. Gérard Wertheimer n'a pas construit de récit héroïque autour de lui-même. Pas de storytelling personnel, pas de culte de la personnalité. Seulement des résultats. Les classements évaluent sa fortune entre 33 et 34 milliards de francs suisses. Mais ce chiffre ne dit pas tout. Le véritable pouvoir de Gérard Wertheimer réside dans le contrôle d'un actif unique, mondial et intemporel. À l'heure où la richesse se met en scène, Gérard Wertheimer incarne une autre voie, celle du silence, de la continuité, et d'un capitalisme où la puissance se mesure moins au bruit qu'à la durée.